compétitivité des clubs. Nous abordons la discussion générale. Dans la discussion générale, Madame Gilda Aubert pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles qui va nous rejoindre, je suppose, mais bon, c'est comme s'il était là. Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, cher Thierry Braillard, chers collègues, le sport est au cœur de notre pacte républicain. Il est sans conteste un vecteur de cohésion sociale, d'union nationale, et c'est à ce titre qu'il importe d'inscrire dans la loi des règles essentielles pour assurer l'éthique et la transparence dans le sport professionnel. Ce sont précisément les deux fondements qui régissent la présente proposition de loi que le groupe RRDP soumet aujourd'hui à cette Assemblée. Les sportifs professionnels de toute discipline doivent se placer en fer de lance de valeurs d'intégrité. Adulés, admirés, pris en exemple, ils endossent une responsabilité à l'égard des supporters, en particulier des plus jeunes. Le rôle du législateur, notre rôle, est de prévoir les moyens de respecter éthique et transparence. Permettez-moi d'emprunter à Confucius cette remarque. Voir ce qui est juste et ne pas le faire est un manque de courage. J'ajouterai modestement, l'éthique nous enseigne à considérer ce qui semble plus juste. Ayons ce courage de bâtir les fondements de l'éthique du sport professionnel. Cette proposition de loi vise dans ce domaine à faire reculer quelques tentations ou actes délictueux, en tout cas de la part de quelques-uns. Un texte aujourd'hui soumis au vote de notre Assemblée qui résulte, rappelons-le, des conclusions qui ont été rendues le 16 avril 2016 par la Grande Conférence sur le sport professionnel français. Elle découle d'un dialogue avec toutes les composantes du sport professionnel et marque ainsi un progrès certain qui fera date dans le domaine. C'est la raison pour laquelle le groupe RRDP a souhaité porter devant notre Assemblée ce texte issu de nos collègues sénateurs du groupe socialiste pour que les dispositions qu'elle propose soient adaptées dans les plus brefs délais. Je voudrais au passage souligner à nouveau le travail remarquable de notre collègue rapporteure Jeanine Dubié, qui a mené de nombreuses auditions avec toutes les composantes du sport professionnel en un temps record. Il est ressorti de ces auditions, outre la nécessaire mise en place d'une politique volontariste en matière d'éthique, la prise en compte tout aussi nécessaire de la compétitivité des clubs français dans le sport professionnel, tant au plan national que sur la scène européenne. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise in fine 4 dispositions principales et pour le moins fondamentales: préserver l'éthique du sport, contrôler les flux financiers du sport professionnel, améliorer la compétitivité des clubs professionnels et promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin. Dès son article 1er, la proposition de loi impose aux fédérations sportives, en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées le cas échéant, l'établissement d'une charte d'éthique et de déontologie avant le 31 décembre de cette année. Les présidents de fédérations, de ligues, du comité olympique et du comité paralympique devront adresser des déclarations de patrimoine et d'intérêt à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, mesure qui semble des plus naturelles au vu des missions de service public que remplissent ces organismes. Par ailleurs, parce que le sport professionnel engendre d'importants flux financiers, la proposition de loi vise à réguler les paris sportifs en son article 3. Elle pose ainsi une nouvelle rédaction de 2 articles du Code pénal afin de sanctionner effectivement les pratiques délictuelles auxquelles certains peuvent être tentés d'avoir recours pour modifier l'issue d'une compétition. Le titre 5 prévoit en son article 12, que j'estime protecteur, un accord professionnel pour lutter contre la diffusion sans droit des contenus sportifs sur Internet en concordance avec le droit européen. Outre la préservation de l'éthique du sport professionnel et le souci de mieux contrôler ses flux financiers, la proposition de loi a également pour objet d'améliorer la compétitivité des clubs professionnels.
Ainsi, l'article 6 vise-t-il à sécuriser les relations qui lient les associations à leurs sociétés sportives. Les investisseurs disposeront d'un cadre rassurant sur le fait que le club dans lequel ils investissent pourra effectivement concourir à des compétitions. Notre collègue rapporteur a sur ce point introduit un amendement qui précise que la fédération délivre un numéro d'affiliation à l'association sportive, seule détentrice de ce numéro, sans que cette dernière soit exonérée d'un droit d'usage par la société sportive défini par la convention entre les deux parties. L'article 7, quant à lui, revêt une importance capitale en ce qu'il aborde le cas des sportifs qui jouissent d'une forte notoriété. Je souhaiterais rappeler ici que ces sportifs sont peu nombreux. On sait que la majorité ne gagne pas outrancièrement leur vie. Cela étant, on ne peut nier qu'une petite minorité d'entre eux bénéficient de revenus particulièrement élevés auxquels peuvent s'ajouter des sommes perçues au titre de leur droit à l'image. Il était donc nécessaire de clarifier l'articulation entre ces revenus issus du droit à l'image et le salaire des sportifs stricto sensu, qui résultent de leur présence sur le terrain comme aux entraînements et de leurs performances sportives, comme vous l'avez souligné dans vos propos liminaires, Madame la rapporteure. Les recettes commerciales issues du droit à l'image de certains sportifs professionnels ont indéniablement des retombées financières sur les clubs qui profitent à tous leurs membres, y compris aux autres sportifs du club. Les revenus provenant du droit à l'image ne doivent donc pas être considérés comme un élément de rémunération. Le texte propose ainsi que les sommes issues de l'exploitation du droit à l'image des sportifs le soient sous forme d'une redevance. Ce complément donnera lieu à un contrat spécifique et les sportifs concernés auront à verser des contributions sociales sur les revenus de leur patrimoine à hauteur de 15,5%. Ce dispositif, qu'on peut vous remercier, Madame la rapporteure, d'avoir porté, paraît à la fois juste et équitable. Juste, car il évitera l'évasion fiscale en étant clarifié par le biais d'un contrat et entrera dans l'assiette taxable de la contribution sur les revenus du patrimoine. Équitable, car il sera distinct du salaire des sportifs. En somme, l'article 7 pose un point d'équilibre. D'une part, il maintient la possibilité pour les sportifs de tirer profit de leur image. D'autre part, les clubs pourront proposer les rémunérations différentes et distinctes des revenus liés au contrat de travail, ce qui renforcera leur compétitivité, notamment sur la scène internationale. Concernant le financement des infrastructures sportives, le texte initial prévoyait dans un article 7 bis A le plafonnement de la participation financière des collectivités territoriales à hauteur de 50%. Ce plafond a fait l'objet de nombreux débats en commission pour être finalement supprimé. Le gouvernement a alors fort opportunément proposé un mécanisme de garantie d'emprunt permettant aux associations ou aux sociétés sportives qui en ont les moyens de prendre directement en charge leurs infrastructures. C'est l'objet de l'article 7 bis B. La sécurité financière de toutes les composantes participantes au développement du sport professionnel paraît nécessaire et doit être posée clairement. Pour cette raison, il nous semble que l'article 9 quater n'aille pas dans le bon sens. En effet, il fragiliserait le financement de la filière sportive qui repose en grande partie sur les droits télévisuels. Nous ne souhaitons pas d'obstacle à l'accueil de grands événements sportifs en France qui, je le rappelle, recevra prochainement les championnats du monde de handball, de hockey sur glace et de canoë-kayak. Et nul besoin d'évoquer les événements sportifs d'importance majeure auxquels elle se porte candidate. Enfin, le titre 3, consacré à l'amélioration de la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de leurs acteurs, répond à une attente des arbitres et des juges professionnels qui pourront désormais être salariés par les fédérations sportives par le biais de CDD spécifiques. Au-delà de ces avancées, il en est une que je veux souligner, la promotion du développement et de la médiatisation du sport féminin.
Lors de nos travaux en commission, j'ai proposé un amendement afin de permettre à une personne privée de pouvoir, dans des cas spécifiques, de détenir et de contrôler plusieurs sociétés sportives, masculines comme féminines, dont l'objet social porte sur une même discipline. Les équipes féminines ne doivent plus être maintenues dans l'ombre des équipes masculines. Elles méritent en effet la même considération et le même soutien, d'autant que leurs performances sportives sont tout aussi excellentes, et notamment, Monsieur le ministre, j'adresse là un clin d'œil à nos équipes lyonnaises, notamment donc en ce qui concerne le palmarès de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, qui s'illustre à chaque saison, tant au niveau national qu'européen, et bien entendu à celle du club Lyon Basket Féminin. Pour toutes ces raisons, et au regard de la qualité de nos débats en commission, le groupe RRDP est confiant quant au soutien dont il bénéficiera sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée. Je vous remercie. Merci, Madame la